Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc. C'est sur OK la radio. OK. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le premier bloc, votre émission de fin de semaine, celle où nous évoquons dans les grandes lignes l'ensemble du hockey suisse, l'ensemble de l'actualité, qu'elle soit nationale, voire même parfois internationale. Aujourd'hui, nous consacrerons surtout cette émission au match de la soirée parce qu'il y a quelques affiches pas piquées des verres encore une fois. Et comme d'habitude, pour ce numéro 163, nous retrouvons Laurent Perroton et Christian Ponty. Bonsoir, messieurs. Salut Lucas, salut Lolo. Bonsoir, messieurs. On va commencer tout de suite avec notre fameux maillot de la semaine, 163e émission, donc maillot numéro 63. Pas si évident que ça. Je vais vous donner le mien pour commencer, même si je doute franchement que vous l'ayez trouvé, celui-là. Ok. Je vais vous parler de Fabio Arnold, ancien joueur lausannois. Alors, je ne sais pas, à Joie, entre autres, mais je ne sais pas s'il a porté durant toute sa carrière le numéro 63. Formé à Zurich. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il a porté durant toute sa carrière le numéro 63. Je vous avoue que je n'ai pas l'information et je vais vous dire même comment j'ai trouvé ce numéro 63. Eh bien, c'est en allant sur Ricardo. Je cherchais, et il y avait un maillot à vendre portant le nom de Arnold avec le numéro 63, mais attention, maillot lausannois datant du 23 janvier 2022, ce qui correspond au match du centenaire du Lausanne Hockey Club. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il avait effectivement porté le numéro 63 au Lausanne HC, je n'ai pas trouvé l'information, mais enfin, comme ça, je vous ai donné mes sources d'information. Je n'ai pas été chercher plus loin, je trouvais que cette anecdote, elle était rigolote parce que j'ai trouvé sur Ricardo, et maintenant, j'écoute vos numéros 63, messieurs. Bon, allez, ok. Bon, j'y vais, je me lance. Ok. Bon, alors, toi, t'as pas trouvé, mais pour moi, il y en a un qui est tellement évident, c'est Brad Marchand. Brad Marchand qui est un joueur emblématique et surtout pour moi qui représente l'attaquant moderne. En fait, déjà, juste pour préciser un truc, je me suis rendu compte d'un truc. Les numéros 63, c'est un peu le numéro des pestes. Je vous dis pourquoi. Fabio, c'est donc une peste. Non, en NHL, je te précise. Non, pourquoi? Parce qu'il y a un autre numéro 63, c'est Florian Tchakai. Florian Tchakai, lui, il joue à Laval, mais il a une statistique incroyable. C'est-à-dire que c'est le premier joueur depuis 1995 qui réalise une saison de plus de, sauf erreur de ma part, 30 points et 150 minutes de pénalité. Son idole, c'est Tom Wilson, encore un enfant de cœur. Donc, c'est vraiment des gars. Et il faut savoir une chose, c'est que Florian Tchakai, c'est 1m93 pour 85 kilos, pardon. Donc, pour l'instant, il est encore frêle. Mais son frère, c'est 1m85 pour 109 kilos. Pourquoi c'est un joueur qui est important? Parce que finalement, on a une équipe d'artistes du côté de Montréal. Et puis, on sait très bien que tôt ou tard, ces artistes, il va falloir un peu du muscle pour protéger cette équipe. Donc, je pense que les frangins de Tchakai, ils ont un avenir parce que c'est les deux des bons hockeyeurs. Mais pour revenir à mon premier, pas amour, mais un premier nom, c'est Brad Marchand. Donc, Brad Marchand, pour moi, c'est l'archétype de la peste, entre guillemets, moderne. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui est capable de jouer dur, physique, mais il est intelligent. Ça veut dire qu'il joue dur et physique au bon moment. Tu vas le voir. Donc, faut savoir un truc. Hein. C'est marrant parce que l'actualité m'a donné de quoi nourrir ce numéro 63. Donc, je dis la folle semaine de Brad Marchand. Donc, il a joué contre Saint-Louis. Il a pris un double cross-check de Rasmus Dahlin. Il était fou. Il a cassé son casque. Non, il lui balance des beignes et après, il lui pique son casque. Et sur le banc des pénalités, il arrache toutes les sons, il démonte le casque. Donc, le gars, il s'est quand même pris 50 000 US dollars d'amende. Mais 50 000, c'est quand même beaucoup. Voilà. Mais oui, mais c'est rapport à ce qu'il gagne. Ouais, bien sûr, mais 50 000 quand même. Ouais, bien sûr. C'est un casque qui coûte cher, c'est sûr. Mais ce que je veux dire aussi, c'est où je dis qu'il est intelligent, c'est qu'il fera jamais ça en playoff. Il est pas con. Et il faut bien se dire une chose, c'est
c'est pour ça que je dis la folle semaine. 3 jours plus tard, il se retrouve à Boston, équipe à qui il était capitaine, il a gagné la Stanley et il avait plus jamais rejoué là-bas. Là, écran géant, il met tout l'historique de Brad Marchand. Brad Marchand, mais comme un gamin, il pleurait à chaudes larmes. Et il a une tête d'enfant, il n'a pas changé, c'est ça qui est drôle. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'archétype du joueur moderne. Et en fait, c'est clairement le joueur qu'on adore détester. Comme je dis toujours, quand tu es dans ton équipe, bref, faut aussi dire une chose, c'est que quand il a joué la Canada Cup, enfin pas la Canada Cup, la Coupe l'année passée avec La World Cup. World Cup, ils ont dit qu'il était sur le déclin. Vous avez vu sa fin de saison? Oui, absolument. Le déclin, c'est un gars qui a un caractère incroyable. Donc tout ça pour dire que dans la même équipe, il joue quand même avec l'autre peste, Brad Tkachuk, dans la même équipe, 2 mecs intelligents, et c'est comme ça que tu gagnes. Et moi, il m'a fait penser à un joueur qui en a en Suisse, c'est Thomas Ruffenhardt, qui a aussi gagné des titres, qui était une vraie peste. C'est pour ça que je dis, avec Berne. voilà, exactement. Et puis après, j'en ai d'autres, mais je vais laisser Laurent. Laurent. On va laisser Laurent et puis s'il y en a un important qui manque, vous compléterez. Ouais. Donc Brad Marchand pour Christian Ponty, le numéro 63 de cette semaine. Florian Chakai. Ouais, alors moi Brad Marchand évidemment, mais Tyler Ennis aussi qui a joué à Berne, champion 2007 WHL et champion du monde 2015. Il a 700 matchs NHL, 46 matchs en National League. Il a joué une Spengler. Marc Ribeiro, 1074 matchs NHL, centre gaucher qui a joué Montréal, Dallas, Washington, Phoenix et Nashville. Puis là, je voulais parler d'un 63 que j'ai eu comme joueur et je voulais faire un parallèle. En fait. Lorsque j'avais junioriste à Lausanne, on voit que tous les clubs romans se piquent les joueurs et qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de différents cantons, finalement alimenter les équipes U21 parce qu'on n'a pas assez de bons joueurs et après ils repartent, ça alimente pas les équipes de hockey amateurs. Ça, c'est un vrai problème. Et moi, j'avais le droit, c'est mon chef, c'est Philippe Rabou, j'avais le droit qu'il y ait un transfert. Et j'ai été chercher le numéro 63, Dan Weiskopf, défenseur droitier, 1m83, 87 kg. Il avait une particularité, il avait jamais joué en Elita, c'était sa dernière saison en Elita. Biennois, j'ai été le voir jouer et qui s'occupait de ses affaires avant qu'il devienne journaliste, c'est Cyril Pache. Donc du coup, je vais le voir jouer à Bienne. Il s'entraîne avec la première équipe et je décide de le prendre avec beaucoup de polémiques parce que notre seul transfert, un joueur d'élite B, etc. Droitier, on avait déjà Sami Lassaoui. Et donc du coup, très compliqué. Et sa première saison, 35 matchs, 53 points comme défenseur. Et la particularité, c'est qu'il était très offensif et évidemment, il était en concurrence avec Sami El Assaoui, donc on les salue tous les deux. Ils se détestaient. Et du coup, un jour, je les ai fait jouer ensemble. Ils ont eu une particularité, c'est qu'ils ont fait hors-jeu, alors que c'était les 2 défenseurs de la ligne. Donc ça c'est resté dans les mémoires. Et il a joué 168 matchs en National League alors qu'il venait d'Elite B, 439 matchs en Swiss League. Il a été champion avec Bienne et Lausanne en 08 et 09 en Swiss League. Et maintenant, il travaille avec Allenstein. Il est dans l'agence de joueurs. Oui, il a pris sa retraite à la fin de la saison passée, parce qu'il a fini à Viège. À Viège, exactement. Et et maintenant, il s'occupe vraiment des prospects de cette agence, qui est une grosse agence aussi avec. Il y en a 3 vraiment très grosses. Et donc du coup, il est là. Il est souvent dans les tournois de détection. Puis je le rencontre aussi. Pour parler de certains joueurs. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil. Donc comme quoi, des fois, le cursus d'un joueur qui est pas forcément dans les équipes élites, on arrive quand même à sortir quelques joueurs qui jouent professionnels. Ouais. Rapidement, Christian, vous en avez encore 2 ou 3 à rajouter? Ouais, j'en ai 2. En fait, rapidement. Il y a Jesper Bratt, le Suédois qui joue avec Nico Hischier, qui est un très bon joueur et qui est un excellent pointeur. Et surtout, Joseph Vasicek, qui a gagné la Coupe Stanley avec les Carolina Hurricanes et surtout qui a disparu lors de la tragique catastrophe de l'avion avec le Lokomotiv Yaroslav et dont le numéro 63 a été retiré de l'équipe tchèque. Voilà. Merci Christian Ponty, merci Laurent Perroton. Autre rubrique toujours très attendue, nos casques d'or et nos casques de plomb. On va laisser le casque d'or pour commencer à Laurent Perroton. Ok. Alors moi c'est aux émotions dans notre sport. Hein, Christian en a déjà parlé, mais Brad Marchand très ému après l'ovation du public à Boston. Mais surtout, il est dans un rôle d'acteur, de provocateur, mais il n'a pas pu retenir son émotion. Et moi, il est détesté, parfois adoré, mais avec toutes ces années et ces souvenirs
Brad a été ramené dans l'être humain qu'il est. Et finalement, c'est ça qui est important. Dire que dans le hockey, quand tu es fan d'une équipe, tu détestes certains joueurs. Chervais est détesté, il s'est bien calmé, mais était détesté dans les patinoires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est un humain et qu'il a un rôle. Et la personne sur la glace, dans le rôle ou dans le profil qu'on lui attribue, n'est pas forcément la personne dans la vie. Dans la vie, bien sûr. Et ça, c'est pour ça qu'on dit souvent dans notre émission qu'on se distingue le hockeyeur de l'humain. Et les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Et on a aussi des reproches à notre niveau. Ils ont du mal à distinguer le consultant de la personne. Et ça, c'est un vrai problème sociétal. Mais moi, ça m'a vraiment ému de voir ça. C'est incroyable ces images. Et là, on parle de sport professionnel, la meilleure ligue du monde, et il y a encore des émotions, et c'est ce que je reproche beaucoup au hockey aseptisé. Et là, ça m'a vraiment fait plaisir, et c'est un vrai casque d'or et un vrai coup de cœur, parce que ce mauvais garçon qui 3 jours plus tôt était en train de démonter le casque. Sale gosse. Et j'ai pas vu la marque du casque parce qu'il a pas fait vraiment de la pub à cette marque-là, parce que voilà. Je voulais pas le dire. Donc voilà. Bref. Et du coup, ouais, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre d'image. Moi, tout le monde a pris du plaisir à voir ça. Ouais, moi, je veux juste rajouter un truc. J'avais oublié de le dire avant. Brad Marchand, il est tellement à la masse. C'est un arriviste. Hein, il donne tout, mais vraiment tout. Même, il va plus loin. Et je me rappelle d'une scène incroyable. Et ça a duré pendant des playoffs. Je sais il y a 3-4 ans en arrière. C'est comme il se faisait tout le temps emmerder parce qu'il se battait. Il allait embrasser le gars avec qui il devait se battre. Il lui faisait des bisous. Pour les goals, il le prenait, il l'embrassait, puis le gars, il venait profond, il était militant, ce gars. Et en fait, c'est un fou, mais c'est un fou génial. Mais il c'est fait un gagner. fou génial. C'est ça. Voilà, Quel moyen tu as pour gagner? Et qui c'est qui a l'idée d'aller embrasser un mec? Personne. Des fois, tu as toujours des idées en tant que coach, en tant que joueur, où on peut te le reprocher. Mais qu'est-ce que tu as derrière cette idée-là? Gagner? C'est ça. Non, mais c'est ça, exact. En fait, il fait gagner. C'est pour ça que je parlais de Thomas Ruffenhardt, qu'on détestait, mais qui a gagné plein de titres, qui était cinglé. Ouais. En vous entendant parler comme ça me fait penser à des images d'ailleurs qu'on a diffusées sur le site planethockey.com. C'est la fameuse bagarre entre Ryan Reeves et Matt Rempe cette nuit, où les deux, ça frappe fort. Mais ce qui est drôle, c'est qu'après ils en plaisantent ensemble dans les vestiaires. Voilà, c'est le spectacle et c'est un petit peu aussi finalement Brad Marchand. Mais en fait, il y a du respect entre eux, c'est ça qui est incroyable. C'est ça. C'était, faut le dire, une bagarre assez sérieuse à point. Voilà, enfin bref. Ouais, mais les gars, ils ont cru à la place des mains. Les gars, ils se sont allumés dans les 2-3 actions qui ont précédé. Et là, le réalisateur a été très bon parce qu'il a continué à les suivre et il était certain que ça allait se terminer comme ça. Et effectivement, il y a eu la bagarre. On sentait que les deux s'allumaient depuis un moment et ils se sont dit attends, on va faire un peu le spectacle et puis après ils en ont bien rigolé dans les vestiaires. C'est aussi ça le hockey sur glace et ça veut dire que c'est pas forcément des mauvais gars. Même si Reeves et Rempe ne sont pas forcément considérés comme des tendres, mais enfin voilà, il faut aussi accepter ça. C'est ce que je dis tout le temps. On en parle souvent avec Laurent. Et il y a être un con et faire le con. C'est deux choses totalement différentes. C'est ça. Exactement. Il y en a qui arrivent à faire les deux, par contre. Il y en a quelques-uns qui se surpassent, ça c'est vrai. Votre casque d'or, Christian Ponty. Ouais. Alors moi, je mets un casque d'or. Je vais le mettre à un truc que j'ai trouvé quand même assez remarquable. Et ça parle aussi un peu d'émotion. Moi, je le mets au public du Lausanne Hockey Club, mais surtout les places debout, je précise. Et la section ouest, qui a réussi à faire une standing ovation pendant genre 3 minutes, alors que Lausanne perdait 5-1 contre Lugano. Finalement, c'est quoi un public? Parce que finalement, être un bon public quand tu gagnes, c'est pas dur. Alors, ils sont un peu fous. Ils perdaient 5-1. Vous avez déjà vu un match quand on perd 5-1 à Zug? Il n'y a pas de bruit. On entend les gars parler sur le banc. Et à Berne, les gens, ils se barrent. Et franchement, je pense 3 minutes debout, les gens, ils perdaient 5-1. Et d'ailleurs, Connor Hughes en a parlé, il a rendu un hommage à ce public, et ça, c'est vraiment quand même assez rare. Il dit que ça a aussi donné de l'énergie, ils en ont parlé dans le speech d'avant-match contre Happy. Voilà, moi je dis chapeau au public lausannois, parce que franchement, quand tu as vu le début de saison qu'ils ont, et derrière, ils perdent 5 fois d'affilée, 5-1, une standing ovation, les gens debout, moi je dis total respect. Oui, c'est vrai, c'était une belle image. Voilà pour les casques d'or, on va maintenant passer au casque de plomb, et on va écouter Laurent Perroton. Ouais, moi le casque de plomb, voilà, il y a juste un exemple, mais après on va disserter là-dessus, mais au contrat et surtout aux clauses de sortie.
Tim Bernie signe un contrat jusqu'en 2027 et on apprend qu'il pourrait partir en 2026 parce qu'il a une clause de sortie. Mais ça va la tête ou bien là. Et je vais aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a tellement pas assez de joueurs et je parle dans toutes les ligues. Je vous donne des exemples. Je parle beaucoup avec des coachs qui font jouer par exemple en surclassement des juniors élites et lorsque ils n'ont pas assez de temps de jeu, le soir même, ils appellent leur agent et l'entraîneur du club de la licence A pour se plaindre. Et c'est tout comme ça. Et moi j'ai entraîné environ 15 ans des juniors élites, que ce soit en France, en Suisse, Elite B, Elite A. Et après les matchs, j'avais des fois des agents qui m'appelaient et qui chronométraient ou qui regardaient sur les stats. Maintenant, il y a tout sur Cockpit, les stats avancées, le temps de jeu et les situations spéciales. Et pourquoi lui, pourquoi pas lui, et si mon joueur il joue pas plus, on va le transférer, etc. Et en fait, moi je me dis que à un moment donné, il faut que les clubs ils se regroupent. Et là, je parle des clubs de National League qui englobent les contrats de formation U18 Elite et U21 Elite et que on arrête sans arrêt que les gens ils changent de crèmerie quand ils sont pas contents. Parce que ça fait finalement des joueurs qui ne percent pas parce que mentalement ils sont très faibles et ça amène ce genre de dérive. À quel moment tu signes un joueur international de très haut niveau avec une clause? Mais là, le reproche, il est pas fait au club, il est fait aux joueurs et à l'entourage. Parce que si tu te mets une clause en disant ouais j'ai une clause pour 2026 pour peut-être retourner à Zurich, tu crois pas au projet. Mais le problème c'est que si tu veux ce joueur et que tu lui donnes pas ce clause, il va peut-être ailleurs. Et il y a tellement pas assez de bons joueurs qu'on est obligé de faire ça. Donc c'est qui décide? C'est les joueurs. Et là, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, on a créé des postes et je participe à ces postes dans la fédération, soutien aux entraîneurs. Mais parce qu'on n'a plus d'entraîneurs. Mais on n'a plus d'entraîneurs, mais pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps ça. En fait, aujourd'hui, entraîneur, c'est être commercial, c'est avoir des grosses compétences sociales. Et les entraîneurs qui ont du succès, c'est d'aller dans le sens des joueurs et pas forcément dans les valeurs que tu veux imposer ou ton style de jeu que tu veux imposer. Tu dois tout le temps composer. Et ça, au bout d'un moment, le mec qui a une autre situation professionnelle ou d'autres aspirations, il bâche, il part. Et on a de plus en plus de licenciés en bas. Je peux vous dire que dans toutes les écoles d'hockey, c'est de la folie. C'est des usines, usines à enfants, mais on a de moins en moins de coachs. Ouais. Et tout ça à cause de cela. Et là, mon casse de plomb, il va à ce genre de contrat parce que imaginez plus bas quand vous êtes parent d'un U18 et qu'il y a 3 clubs qui vous veulent. Ouais. Ok, je signe 5 ans, mais je veux une clause de sortie pour ce club et ce club, par exemple. Ouais. Bon, si vous me permettez, et je vais peut-être sortir un tout petit peu du sujet. On écoutera votre casque de plomb dans un instant, Christian. Mais on en parlait déjà dans le journal du hockey d'hier. Alors non seulement il y a ces contrats spécifiques, et puis surtout on voit que ce sont notamment au niveau des arrières, il y en a tellement peu aujourd'hui sur le marché des arrières de qualité que les clubs essayent de mettre la main le plus vite possible sur eux, et puis pour des périodes assez prolongées. Maintenant, suite à cette discussion qu'on a eue hier dans le cadre du journal du hockey, j'ai un petit peu réfléchi hier soir et je me suis dit, mais finalement, et c'est là que vous allez me dire si techniquement ça peut vous paraître possible, on manque de bons arrières en Suisse. Nous avons suffisamment pourtant de bons joueurs qui sont en 3e ou 4e bloc attaquants, mais qui ne perceront jamais plus haut. Est-ce que finalement on n'aurait pas parmi les attaquants en activité aujourd'hui en National League des gars qui pourraient tenter leur chance derrière et devenir, ça peut marcher, devenir un vrai et bon défenseur. Non mais Philippe, être un défenseur, c'est un vrai métier déjà. Oui, mais justement, mais je me dis que dans ces jeunes qui ne perceront jamais, on voit très bien qu'il y a des joueurs de qualité mais qui ne perceront jamais dans leur rôle qu'est le leur actuellement. Ouais. Est-ce que finalement, techniquement, ce serait possible d'essayer d'en faire de très bons défenseurs et ainsi de renflouer un peu le marché? Il y a quelques exemples parce qu'il y a des joueurs qui ont la capacité, comme Ekfeuille, comme ce genre de gars. C'est ça. Mais c'est très rare. Et puis les entraîneurs, est-ce qu'ils prennent le risque? Mais justement, prenons le risque. Philippe, déjà, prenons l'exemple Ekfeuille. Ekfeuille, c'est un excellent défenseur offensif, mais qui a eu quand même beaucoup de problèmes sur les aspects défensifs parce que c'est un apprentissage. Lorsque vous avez un joueur qui est un peu juste devant et que vous voulez passer derrière, déjà, il veut pas.
Il ne veut pas. Après, c'est à lui de savoir s'il veut faire carrière ou pas. Non, mais ce que je veux dire dans la mentalité, et c'est là aussi où le hockey a évolué, c'est dans la mentalité des joueurs. Aujourd'hui, les défenseurs, lorsqu'il y a une attaque, c'est fini 2 et 3. Il y a toujours un numéro 4 qui joue, qui participe, et on a beaucoup de défenseurs qui font des points. Mais pour cela, c'est encore ces joueurs-là, cette nouvelle qualité de joueur-là, c'est encore plus difficile parce qu'il faut savoir quand il faut être offensif, quand il faut être défensif. Et ça, c'est vraiment un gros QI hockey dans l'intelligence de jeu. Et aujourd'hui, moi, je prendrais le problème dans l'autre sens. On n'a pas, imaginons Fora, que beaucoup de clubs avec des sommes astronomiques voulaient. Est-ce que Fora, il aurait ces contrats-là en Suède et en Finlande? Non. Et parce que il y a beaucoup de meilleurs défenseurs dans la mobilité. Parce qu'il est suisse, quoi. Il a un gros... Non, mais dans la mobilité, je parle dans la mobilité, dans les qualités hockeystiques d'un défenseur qui joue dans les deux sens de la patinoire. Et en fait, moi, c'est qu'on doit dans le spécifique retravailler ça, refaire des. Mais le problème, c'est que des fois, on a les joueurs qui arrivent, ils ont des bons skills aujourd'hui, les jeunes, mais sauf que mentalement, c'est une catastrophe parce que dès que ça va pas dans leur sens, ils changent de club, le coach ça va pas, etc., etc. Et comme on est prisonnier de ce système, les entraîneurs juniors élites, ils vont dans ce sens-là. Ils vont jamais aller contre un joueur qui se plaint de son temps de jeu parce que s'ils vont contre, il va aller dans une autre aimerie. Et du coup, tu déstabilises ton groupe en quantité, en qualité. Et je le vois au quotidien. Et là, depuis 2 ans, j'interviens dans les clubs avec la Fédé et il y a des entraîneurs qui sont à bout, qui veulent arrêter à cause de cela. Donc moi je pense que le problème il n'est pas dans la formation, il est dans l'accompagnement et les décisions prises. Et si on s'entend et que le joueur, tu lui dis c'est comme ça et si c'est pas comme ça, bah tu joues plus et que les autres clubs, on est d'accord dans un gentleman agrément et que le gars il reste là tant qu'il fait pas ce qu'on lui dit, bah c'est des exemples concrets. Et ouais, mais Philippe, tant qu'on mais à un certain moment, je veux dire, si vous voulez faire carrière, vous devez aussi faire des concessions. Moi, par exemple, comme la plupart des footballeurs, j'avais envie d'être avant-centre et j'ai joué une mi-temps comme avant-centre. J'ai pas marqué un but, j'ai même pas touché un ballon, pour vous dire. Du coup, j'ai terminé latéral droit. Bah voilà, c'est comme ça. Bah, mais en hockey, c'est la même chose. Aujourd'hui, si je vous dis je vais être attaquant, non, on va me mettre au but. Ouais, mais Philippe. Ouais. Là, on n'en est pas là. Là, ce que j'essaye de te dire, c'est que la problématique, elle n'est pas sur la qualité des joueurs, elle est sur la qualité mentale des joueurs. C'est-à-dire qu'on a des joueurs extrêmement faibles parce que dès que ça va pas, on leur donne des solutions de repli. Mais dans une carrière, les plus grands joueurs, tu lis les biographies des plus grands joueurs dans les sports co, la première chose qu'ils te disent, c'est tous les échecs et tous les événements difficiles à vivre leur a amené à faire une carrière. Nous, il y a des mecs, si ils benchent 5 minutes, ils changent de club. Et après, qu'est-ce que tu veux dans un monde comme le niveau de Liga où le niveau il est élevé, intégrer des joueurs comme ça? Ouais. Mais enfin, je pense que le courage des entraîneurs, c'est aussi de dire aux joueurs, écoute, tu aimerais être un super bélier flamboyant, eh ben non, ton rôle, il sera, et vu ta constitution, vu tes capacités. Il y a du profilage maintenant. Ouais. Justement, le profilage doit déjà dire aux joueurs, oui, je sais que tu aimerais être attaquant, mais toi, ton rôle, c'est d'être en arrière, et puis c'est tout. Autrement, tu ne progresseras pas. Et ça se fait peut-être pas assez. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, on a quand même des joueurs qui ont du talent, qui ont des capacités, mais qui pourraient peut-être mieux les exprimer dès le plus jeune âge en arrière, et c'est ce que j'essayais de dire. Mais voilà, on va refermer la parenthèse puisque c'est pas le sujet du jour, mais merci pour cette explication très complète, Laurent Piroton, et on va écouter le casque de plomb de Christian Ponty. Ouais, je voulais dire un truc, mais bon, ouais. Non, mais c'est culturel. En Suède, jusqu'à 15 ans, tu joues à tous les postes. Ouais. Et puis, puis les grands joueurs, quand on jouait à ces postes, c'est des Sandy Janin, c'est des Leuenberg, c'est des gars qui avaient un skills incroyable, qui savaient patiner en avant, en arrière. Si tu les as pas formés comme ça avant, tu peux pas les mettre comme ça direct en défense. Bref. Mais bon, alors, j'ai mon casse de plan là. Attendez, je vous promets qu'on se consulte pas, ça n'a rien à voir. Moi, je le donne à Tim Bernie, hein, parce que moi, je comprends qu'il y ait des clauses pour la NHL, mais j'avoue que
des clauses pour le championnat suisse, pour moi, c'est comme un caprice parce que finalement, on va arriver au stade où on dit, bah voilà, je mets une clause si ma femme est la couche, si mon chien meurt, enfin bref, quelque part, ça me choque parce qu'effectivement, moi, ce qui me choque d'autant plus, c'est que Bernie, ils se sont battus pour l'avoir et ils l'ont jamais eu à son plein rendement et ils décident de Non. partir. Donc, moi, je trouve que c'est d'abord un échec pour Bernie et je serais pas très fier. Parce que là, tu te dis, OK, on n'a jamais vu de vrai Bernier, Mais on nous a vendu un gars de NHL. on est au conditionnel, hein, parce qu'il y a rien qui a été confirmé. Oui, mais en général, tu sais, quand tu as ce genre de bruit, parce que moi, je suis pas fou, pour moi, Tim Bernie, c'est potentiellement un gars qui va remplacer Weber ou un ancien. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, je vais dire, ouais, il est zurichois, c'est super. Ouais, bah, la NHL, ça marche pas. Ouais, alors viens à Genève, t'es un gros renfort. Mais on n'a pas vu le vrai Tim Bernie, je suis désolé. Pour Non. moi, on l'a pas vu, quoi. Et Non. ça, pour moi, c'est pas correct. C'est pas correct parce que si tu as donné tout ce que tu avais à donner, et puis je trouve que je peux très bien comprendre qu'une clause de NHL, elle soit là parce que si tu as une clause de NHL et que tu pars, c'est parce que tu es très bon dans ton club. Mais là, en l'occurrence, il part à Zurich, c'est pas parce qu'il est très bon à Genève. Ça me dérange. Voilà. Et comment tu fais? T'as pas un caillon dans la chaussure, Christian, quand t'as le joueur, t'apprends ça dans les journaux et qu'il y a une lettre sur le maillot? Mais clair, bien sûr, mais c'est ça. Mais là, c'est une Absolument. catastrophe. Non, mais moi, il est où l'orgueil du joueur? Moi, je suis choqué là avec ça. Franchement. Voilà. Comme quoi. Merci, souvent, messieurs. Les mêmes idées, c'est pas pour rien. Merci, messieurs. Moi, je vous propose de créer je sais pas, le HC Planète Hockey. On met Laurent Perrotton à la bande. On met Ponty. J'ai trop de boulot, monsieur. On met Ponty comme assistant et moi, je suis à la communication. Non, je suis le président. Ah bah voilà. Ouais. Comme ça, je me réserve le droit d'aller discuter avec Christian Dubé, qui semble de plus en plus parti pour signer au HC Planète Hockey qu'à Ombré-Piotam. Enfin bon, ça c'est vous allez. Et c'est vous qui avez les mallettes dans le coffre. Voilà, c'est ça. Bon, messieurs, l'actualité du jour, c'est une soirée de hockey sur glace en National League. Il y a 7 matchs. Tous les clubs sont sur la brèche. On va prendre les matchs. Vous savez, de temps en temps, on mélange un peu. Cette fois-ci, on va les prendre dans l'ordre qui nous est proposé sur le site de la Suisse League. Voilà. En gros, c'est vite vu, ça va dans l'ordre alphabétique des clubs recevants. Donc, on va commencer avec le HC Ajoie qui joue contre Davos ce soir. Que peut-on dire de ce HC Ajoie qui pourrait recevoir rapidement le renfort de Cole Cormier qui quitterait Sierre avec FA Média, lui qui avait déjà été prêté de Lugano au club valaisan. Alors, moi, je vais rebondir sur Cole Cormier. On en a déjà discuté longuement dans les émissions. Information du Blick, je dois préciser. Ouais, oui, est-ce que c'est un renfort? Bah, c'est ça, c'est la vraie question. C'est un gars qui fait pas l'équipe à Lugano, qui va jouer en Swiss League, qui casse son contrat, ce qui va être en National League, et qui va en National League à Ajoie, mais c'est à Vienne ensuite encore. Une fois de plus, et là, on voit un gros joueur comme Tim Bernier, on en a parlé avant, qui a une clause, il va à Zurich, il va pas à Ajoie. Donc, il dit qu'il n'a jamais eu sa chance en National League, qu'on lui a jamais donné sa chance. Ok, il l'aura à Ajoie puisque là, ça sera un moment de vérité pour lui. Ça sera vraiment un moment de vérité. Mais maintenant, la problématique du match de ce soir, c'est qu'ils ont joué hier soir et à Zug. Donc, un back-to-back comme ça, tu joues Zug et puis après, après avoir pris 7-3 en plus. 8-3. 8-3 même. Oui. 8-3 et tu rentres avec une valise dans le bus et puis tu rejoues Davos ce soir. C'est pas idéal, mais Davos en ce moment est un peu ronronnant. Ils gagnent leur match chichement avec des fulgurances ou un peu d'intensité quand il faut passer la seconde. Mais voilà, donc ça peut être peut-être là où ça peut jouer. Mais en tout cas, ils n'ont pas les faveurs du pronostic par rapport au fait d'avoir joué hier soir, d'avoir pris une branlée et puis de rentrer dans la nuit pour rejouer Davos ce soir. Ouais. Christian. Ouais, alors moi, en fait, je vois ça comme ça. Déjà, premièrement, ils ont un peu gagné, pas le match de la peur, parce que il y avait quand même une grosse différence. Ils ont gagné à la maison contre Langnau, c'était très important après 10 défaites. Moi, ce que je vois aussi, c'est que, déjà, ça a donné un bol d'air. Les gens gueulaient, ça a calmé tout le monde. La musique est revenue dans le vestiaire, comme on dit, ça, c'est cool. Après, hier soir, on peut pas tout jeter. Jusqu'à la 37e, il y avait 4-3, ils sont bien remontés. Mais qui sait, qui les a aidés à remonter? C'est Turkulainen et Onka qui ont été très bons. Alors, après, ils se prennent un 4-0 troisième tiers parce que l'armada offensive s'est mis en route du côté de Ekunsled notamment. Et puis, je pense que s'ils n'ont pas un gardien qui fait une
prestation exceptionnelle, ils peuvent pas s'en sortir. Mais voilà, Tchatcho, c'est pas non plus un magicien, il fait ce qu'il peut. Moi, ce que je retiens finalement, c'est que le dernier match à la maison, on a retrouvé Ajoie combatif. C'est ce qu'on peut en tout cas espérer. Je pense qu'Ajoie sera toujours meilleur à la maison qu'à l'extérieur. Et surtout, Turkulainen revient. Comme par hasard, Sopia met enfin un goal. Bah, qui c'est qui le sert? C'est Turkulainen. Donc, on a souvent dit que quand il y avait certains joueurs, ils avaient plus de chances d'y arriver. Alors au moins, et moi, je ne cache pas que franchement, Turkulainen et Onka, pour moi, c'est deux super joueurs. Et je sais pas, je crois qu'il y a genre 9 joueurs qui sont en fin de contrat la saison prochaine. Donc je pense que Vauclair, il doit pas bien dormir parce que moi, honnêtement, si je suis un bon club où il y a par exemple des Finlandais, un Onka, il m'intéresserait au plus haut point. Idem pour Turkulainen. Donc c'est un peu la saison de tous les dangers parce que ce début de saison, il est clairement raté. Mais l'espoir, c'est qu'ils ont fait une bonne dernière prestation du côté d'Ajoie. Par contre, ce qui est pas drôle, c'est qu'ils reçoivent Davos. Ils reçoivent pas Cloton ou je sais pas qui. Donc voilà. Mais au moins, ils restent sur un bon truc. Après, je sais pas si vous avez vu, en plus, ben voilà, ça chauffe du côté. J'ai vu, il y avait un article sur la chaux de fond et la passion et tout. Donc, quelque part, les nuits de Julien, elles doivent être assez compliquées en ce moment. Ça fait 5 ans qu'il a des nuits difficiles. Mais pour parler de moi des années précédentes, tu avais les étrangers qui faisaient plus la différence et dans le plus minus, ils étaient toujours bien classés. C'est ça. Là, les 3 plus mauvaises plus minus de l'équipe, c'est Natinen avec -12, Gauthier -10 et Onka -10. Et en fait, ils encaissent beaucoup plus qu'ils produisent. Et ça, c'est un vrai problème, sachant que tu as des joueurs suisses qui performent pas. Là, du coup, ça amène un déséquilibre qui est complètement total. Et là, il va falloir vraiment trouver des solutions. Gauthier, on voit qu'il a les années qui ont passé. Hein. Le Gauthier, quand il est parti, le Gauthier d'aujourd'hui, c'est pas le même. Hein. Et pourtant, il allait pas très vite, mais il était beaucoup plus avec du volume de jeu et beaucoup plus important dans les phases défensives. Là, il est lourd, il est pâteau, compliqué. Seulement, mais d'ailleurs, si tu compares, parce qu'on souvent on dit, bah, regarde les étrangers à Cloton, les étrangers à Langnau, c'est plus performant. Hein, y a pas, y a pas... Et puis, il faut pas oublier une chose qui n'était pas prévue, et ça, il le paye quand même très cher, c'est que Turkulainen manquerait le début de saison. Et ça, ouais. Non, mais moi, pour moi, c'est ça, la Bellemare qui est en phase descendante et qui est blessée aussi, mais c'est surtout aussi l'erreur de casting de Freeman. Ouais, mais ça, je suis désolé, mais on pouvait le prévoir, je sais pas, je me rends pas. Je sais pas, mais en tout cas, il paraît qu'il était bon l'année passée. En tout cas, si t'as pas de gros étrangers performants et une grosse ligne performante comme Turkulainen, Natinen, Bellemare, tu peux pas régater. Tu peux pas régater et en fait t'as Freeman qui est absent, Turkulainen, Natinen qui ont été longtemps blessés, Bellemare maintenant qui est blessé et il y a Konka qui est là et présent et qui a un différentiel qui est pas bon. Donc compliqué. Ouais. Mais son différentiel est pas bon alors que lui sur la glace il est plutôt bon. Comme quoi il est pas tout seul sur la glace. Et puis bon est-ce que Julien Vauclair va nous retrouver un accord sorti de nulle part avec un prêt de joueur qui fait parce que avec Sierre. Je pense pas qu'il va négocier avec Chris. C'est mort là, il y a aucune chance. Bon, donc Ajoie Davos, c'est à 19h45 ce soir. On continue avec Ambry Piotta face à Genève Servette. Genève plutôt dans une bonne passe et Ambry Piotta survit depuis que Landry est à la bande en compagnie de Matt. Ouais, c'est 3 victoires, 2 défaites, donc c'est un bon ratio hein. Pour Ambry. S'ils font ça toute la saison, ils seront dans le top 7 à 10, hein, donc ça c'est sûr. Maintenant, pour Genève, c'est 4 victoires, dont 2 en prolongation au penalty et une défaite, donc ça va très bien. Ce qui va être intéressant, c'est que Genève, s'ils sont concentrés et qu'ils arrivent à jouer 60 minutes, c'est ce qu'on essaie de travailler. J'ai lu un article de Peltonen qui dit qu'il a augmenté les standards d'exigence. Ça veut dire quoi ça? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais qu'on m'explique. Il a durci le ton. Ça veut dire qu'avant on était moins exigeant. Ouais, mais il était co-coach. Ça veut dire qu'il était en retrait et puis que voilà. Ok. Mais est-ce qu'il n'était pas dans une posture où il attendait Ok, d'accord. Donc du coup, petite pique en passant.
Non, pas du tout. Moi, Si. moi, Non, quand je mais les- vous avez raison. Franchement, Laurent, quand je je pense les- que vous avez raison quand vous parlez de co-coach. Effectivement, tout le monde s'est acharné sur Trey, mais finalement, Peltonen, en tant que co-coach, il avait les mêmes responsabilités ou presque. Et finalement, lui, il est passé entre les mailles du filet. Mais Voilà. ça, c'est par rapport à la carrière et au prestige de la personne. Voilà, Ça, c'est ça. je peux le comprendre, mais après qu'on dise j'ai augmenté les exigences, Oh, il a peut-être euh, un peu haussé la voix. non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux le faire avant. Enfin bref. Donc du coup, Ouais, bah, c'est une s'ils- attaque contre Trey en disant Trey, il était trop sympa. C'était lui qui était voilà, en avant-plan. Moi, j'étais c'est ce là, que mais je voulais en dire. second plan. Et C'est ce que voilà. je voulais dire. C'est ce Donc, que je en voulais dire. fait, c'est une attaque contre Trey. Voilà. Exactement. Et pour revenir au match, je pense que s'ils arrivent à jouer 60 minutes, c'est une équipe qui a posé des problèmes à Ambry physiquement. Parce que et surtout que Ambry, bah derrière c'est compliqué. Il y a des défenseurs, des guerriers un peu du Serail qui sont blessés. On a nos joueurs étrangers qui sont excellents offensivement, mais défensivement ça reste des fois lunaire. Donc voilà. Attention à ça. Et puis voilà, ils sont sur une bonne phase. Donc voilà, un match intéressant. Mais là, on va voir où en est Ambry. L'après Chereda, Landry qui a pris les rênes avec Matt, où on est Ambry. On dirait que c'est une solution qui semble Oui, convenir à tout le monde. Et puis- on puis- parle plus de Christian Dubé, comme je le Non. disais tout à l'heure, et on parle pas de successeur éventuel pour le moment. Il n'y a pas de bruit qui nous fait croire qu'il va être remplacé. Mais moi j'ai toujours dit depuis le départ que Christian Dubé, tout Christian Dubé qu'il est, il l'a rencontré et le fait qu'il rencontre, Ça ça veut veut pas rien dire dire qu'il de allait plus. venir. Il allait venir. Le problème c'est que ça a filtré. C'est ça. Mais finalement, pour l'instant, ça se goupille bien. Et ce que je voulais dire pour Ambry, pour terminer et laisser la parole à Christian, c'est que ce soir, c'est aussi ce genre de match où tu te dis, ok, je peux être dans 7-10 en gagnant de temps en temps à la maison des matchs contre des gros adversaires du top 6. Mhm. Et c'est plus qu'un match, c'est aussi une révélateur de ce qui peut arriver dans la saison. Alors, on vous écoute brièvement, Christian, et puis je vous laisserai enchaîner, Christian, avec le match entre Bienne et Cloton. Mais allez-y d'abord sur ce Ambry-Genève. Ouais, bah moi déjà, je voudrais juste dire un truc, c'est que vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé à Genève. Ils ont limogé l'entraîneur, ils ont pris en 0, ils ont moins 14 en goal average, et en réalité, ils sont sixième avec 6 points d'avance sur Zurich, qui n'a pas limogé son entraîneur, et Ça va venir. ils sont à 2 points de Lausanne, qui ont un match de plus, Exact. qui a Pour 32 être points. potentiellement Donc, je sais troisième. pas si vous vous rendez compte que Potentiellement avec tout troisième. ce qu'ils ont vécu, ils sont quand même. Ça veut dire que l'effectif est là. Et moi, j'ai vu des séquences en vidéo notamment de Peltonen communiquant parce que c'est pas non plus un grand communicant. Peltonen. Et là, il avait la rage dans le vestiaire. Donc, je pense que déjà numéro un, et je pense qu'il y a un rapport avec Trey. Je pense que les gars, ils sont un peu plus concernés avec un Scandinave. C'est ce que je pense. Pourquoi, les raisons, j'en sais rien. Et je pense pas que c'est un truc contre Train, mais voilà, des affinités. Moi, ce que je vois, c'est que Genève est de nouveau extrêmement combatif, que ça devient une équipe très chiante à jouer, notamment à la maison, et qu'avec tout ce qu'ils ont déjà vécu, ils ont 6 points d'avance sur Zurich. Sans Tanner Richards, sans Ruta. C'est ça, parce que Ruta est un des facteurs X pour moi, pour l'équilibre défensif. Et surtout si ça se confirme avec Bernie, voilà. Moi, Ruta, il a un peu le rôle à la cape là du côté de Fribourg et en fait, mais plus défensif. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que plus à la une fois de plus, avec tout ce qu'ils ont vécu, j'aimerais pas être l'équipe qui affronte Genève en play-off parce qu'ils sont vraiment taillés pour les play-offs cette équipe. Et je suis pas du tout en train de dire que je suis fan de Genève. Je dis, c'est juste un constat. Avec tout ce qu'ils ont vécu, regardez où ils sont. Moi, je dis que pour une équipe qui va pas bien, qui allait pas bien, ils vont plutôt pas mal. Attention, Christian Ponty, tu vas recevoir des messages. Ah ouais, bon, j'assume. Moi, j'aime le hockey. Bon, vous enchaînez avec Bienne Cloton, Christian. Ouais, bon, déjà, premièrement, Bienne, je veux quand même juste parler de ce qui s'est passé du côté de Davos. Je dirais que c'est une défaite rageante, mais encourageante. Pourquoi? Parce que, ouais, bien sûr que ça fait mal, hein, à 28 secondes de la fin, que tu te fais égaliser par Stransky, pas par Davos, parce que Stransky, de toute façon, tout ce qu'il touche, je pense qu'il l'appelle Dieu du côté de Davos. C'est peut-être le seul gars qui aura sa statue, alors qu'il joue encore, mais il est incroyable, enfin bref. Mais, ils sont allés prendre un point à Davos, vous avez vu le classement? Donc, moi, ce que je dis, c'est que ces temps-ci, Bienne, malgré tout ce qui peut arriver,
ils sont toujours dedans. Regardez, ils lâchent rien. Même quand ils perdent, ils reviennent à 3 goals. Donc, c'est très encourageant. Et puis surtout, moi, ce que je vois, c'est une équipe en progression et progression linéaire. Alors, bien sûr, c'est lié à certains facteurs qu'on a dit, mais par exemple, encore une fois, moi, je sais pas si vous avez vu le match de Dionyso du côté de Davos. Ben, sérieusement, je dis chapeau à l'entraîneur parce qu'il continue de lui faire confiance et ça progresse et à tous les étages. Donc, pour moi, ben, évidemment que bien contre Cloton, ils doivent gagner, on est bien d'accord, parce que finalement, faire des bons matchs contre Davos, ça revenir à quoi si tu perds contre Cloton, bah, tu as tout perdu. Mais moi, je dis que déjà, le public du côté de Bienne, ils sont contents de leur équipe. C'était guichet fermé la dernière fois que je suis allé, il y avait une bonne ambiance. Et moi, je dis qu'ils ont les arguments pour continuer leur progression. Et en plus, pour l'instant, ils semblent être épargnés avec les blessés. Il y a juste Muller qui a annoncé blessé. Et puis surtout, ben, en tout cas, à la maison, Sateri et Impérial. Donc, moi, je vois Bienne faire un week-end, en tout cas à 3 points, voire 6 points. Laurent. Ouais, rajouter que le match devient important parce que malgré tout, tu fais des bons matchs, mais tu as 3 défaites d'affilée. C'est Donc, ça. il faut absolument refaire des points et surtout, bah, t'es passé sous la mauvaise barre. T'es 11e. Ouais. Et ça, par rapport à la qualité du jeu et ce qu'ils ont produit depuis quelques semaines, ça faut absolument revenir. Et on a beaucoup critiqué Lugano, mais je vous rappelle que Lugano maintenant est 9e. Et Lugano, on n'en parle pas, mais ça gagne. Ouais, Puis ça grappille, et finalement on a beaucoup. La courbe. Vous avez Philippe posé plusieurs fois la question sur l'entraîneur de Lugano. Et là, il est en train de prouver que pour tout changer, une culture et une mentalité d'un vestiaire, c'est très long. Et puis faire progresser tes joueurs. Et là, petit à petit, quand tu les vois jouer, il s'est adapté. Il joue d'une manière où il t'endorme. Il s'est adapté à son équipe avec le manque de vitesse derrière, par exemple, et il le joue très bien. Donc voilà. Mais pour Bienne, moi, je trouve que c'est un peu d'inexpérience et de constance. Si d'un coup ils arrivent à être un peu plus constants sur des moments importants des matchs, je trouve que dans la jury ils jouent très bien et je suis vraiment triste pour eux parce que finalement sur 6 points ils en prennent qu'un à Davos et contre Zurich le premier match et normalement il devrait y en avoir 6. Donc il en manque 5. Parce que si tu es un peu plus expérimenté et un peu plus concentré, tu dois, sur ces 2 matchs-là, avec le contenu, ce que tu as fait, la domination que tu as eue, tu dois partir avec 6 points et tu n'en as qu'un. Donc voilà, c'est là. Mais justement, ça, c'est des avec matchs 5 points de plus, Bienne se retrouve juste derrière Genève 7e. Ouais, mais justement, à la place de Zurich. À égalité avec Zurich. Justement, là où je veux en venir, c'est que avec des si, on peut refaire le championnat. Bien sûr. Mais moi, je parle du contenu. Et je parle de l'espoir. C'est ça. C'est-à-dire que si tu joues contre les meilleures équipes du championnat et que tu touches pas la bille et que tu gagnes 1-0, regardez un joueur hier soir contre Zug. C'est ça. Mais le contenu est très important. Et là, moi, je trouve qu'il y a une réelle progression. Et puis, le retour Gaëtan Haas doit beaucoup changer la qualité du vestiaire dans l'attitude et dans la mentalité de travail. Ouais. Regardez Rayala comme il joue depuis qu'il joue avec As. Hein. Mais Rayala, je vais y revenir. Rayala, t'as raison, mais il a été mis en tribune et ça a été un scandale camouflé, etc. L'entraîneur, il a eu les coronets. Oui, et puis maintenant, bah voilà, on a revu le vrai Rayala. Donc aussi des fois, quand les joueurs étrangers ou suisses signent des longs contrats, pendant un moment, ça ronronne et il faut peut-être un peu les secouer des fois pour que ça reparte. La bonne vieille zone de confort, comme on dit. C'est là à la maison. Ouais. Avant-dernier match dont nous allons parler aujourd'hui, en tout cas pour la National League, c'est Langnau contre Lausanne. Lausanne qui est prévenue. Si on se souvient du dernier déplacement de Fribourg là-bas, 6-0 en faveur des Emmentalois. Bah voilà, Lausanne est prévenue, Laurent. Que faut-il faire pour revenir avec un résultat probant? Faut qu'ils jouent concentré, compact et de la bonne manière comme ils savent le faire, avec surtout tous les joueurs de retour en santé. Donc du coup là, il n'y a pas d'excuse. Le seul truc, c'est que faut bien commencer. Faut accepter le management du puck avec intelligence, c'est-à-dire qu'il te laisse le puck, mais il faut pas surjouer. Et puis surtout, il faut être discipliné parce que c'est un peu rude des fois. Ils jouent avec leurs armes et il faut accepter le défi. Le défi physique, des fois, je parle d'un défi physique, c'est pas une équipe qui joue trop physique, mais devant les cages, ça peut être un peu plus dur, ça peut être un peu plus âpre. Et si tu réponds, bah, tu peux prendre des pénalités et attention, à la maison, ils sont pas mal en powerplay. Donc voilà, Lausanne doit être discipliné, faire des longues séquences offensives pour amener de la fatigue
soit des shoots et des goals, soit des powerplay, parce qu'en powerplay ils sont excellents. Mais voilà, ça va passer par la constance et accepter de moins jouer brillamment au hockey. Ouais. Et les 2 derniers matchs disputés à Lausanne par Langnau se sont d'ailleurs soldés par 2 résultats très serrés, mais en faveur des Bernois, hein, 3-2 et si je ne m'abuse 4-3 au-delà du temps réglementaire. Je sais plus si c'était en prolongation ou au tir au but. C'est donc dire que ça risque d'être, Christian, une rencontre extrêmement serrée, encore une fois. Ouais, Enfin, tout se jouera peut-être en début de rencontre. Le début de match, ça sera essentiel. Ouais, de toute façon, je pense qu'il faut jamais mal commencer à Langnau, hein, parce qu'après, ils sont portés par leur public et puis ils sont très bons pour jouer la serrure. Moi, ce que je vois, et puis ce qui me fait plaisir du côté de Lausanne, c'est que leur victoire contre Rappi, pour moi, ils ont fait preuve d'opiniâtreté et de caractère. Et le problème, c'est que quand tu gagnes, leur reprochait. Voilà, exactement. Et d'autant plus qu'avec un Brandström qui joue 28 minutes parce que derrière, la défense est décimée. Donc, je veux dire, ils vont récupérer Kajula, Eldner et Baragagnon, qui ont fait quand même un bon début de saison défensivement. Donc, je pense que ça va déjà donner du loft à Brandström. Et quelque part, évidemment, que tu joues 28 minutes sur 25, 28, au bout d'un moment, tu perds un peu de la lucidité. Et Brandström, c'est d'abord un super défenseur hyper offensif, très doué. Et puis, quand tu lui demandes de jouer des longs shifts, son côté défensif, il n'est pas toujours à son avantage, même si c'est un très bon joueur, évidemment. Donc, moi, je pense que le retour de Baragano, qui avait fait un gros début, plus Eldner, je pense que ça peut réguler ce côté défensif. Et je pense qu'effectivement, tu dois faire un bon début à Langnau et avec une défense où les gens jouent moins et puis renforcer, Lausanne, ils ont toutes les chances. Et surtout, je pense que si ils continuent d'avoir ce côté opiniâtre avec du caractère, moi, je pense qu'ils ont toutes les chances d'aller gagner du côté de Langnau parce qu'ils, clairement, sur le papier, ils sont plus forts. Après, qui c'est qu'ils vont mettre au goal, ça va être intéressant parce que, moi, je pense que ça va être Pache, mais vu le turnover qu'ils font. Mais Hughes est vraiment en forme. Hughes est en forme. Ouais, oui, je suis d'accord. Mais en fait, comme il a toujours joué un peu l'alternance, plus ou moins, c'est vrai que Hughes, honnêtement, on a vu le bon Hughes. Et ça aussi, c'était bon aussi, je pense, aussi pour le moral de l'équipe. C'est un tout, quoi. Donc, moi, je pense que Lausanne a les moyens d'aller gagner à Langnau, mais il faut pas louper ton départ, ça, c'est vrai. Ouais. Tiens, en parlant d'alternance, qui sera dans les buts fribourgeois ce soir entre Gallet et Berra, vu qu'on sait que Gallet est utilisé régulièrement et que souvent, d'ailleurs, lorsqu'il y a un vrai risque d'encaisser beaucoup de buts pour préserver sans doute un peu Reto Berra, sur les matchs compliqués à l'extérieur, c'est plutôt Gallet qui tient les filets, Laurent. Pour responsabiliser les défenseurs. Et le bloc équipe joue différent. Hein. L'équipe, voilà, tu sais que tu as un gardien qui est bon mais qui est jeune. Donc moi je trouve que cette stratégie-là marche souvent. Donc on verra. Moi ça c'est le coaching staff qui va voir aussi la semaine d'entraînement, etc. Mais voilà, Fribourg, il y a des très bons joueurs. Ça se met en place, on voit que ça joue ok. Mais encore une fois, à chaque fois que je pense à cette équipe, je pense à l'inconstance et ils sont imprévisibles. C'est-à-dire que tu te dis ce soir, ils vont aller mettre 5-1 à Zurich et puis dans 2 semaines, ils jouent à Joie et puis ils perdent 2-1 à la maison. Plutôt à l'extérieur parce qu'à la maison ils arrivent à être performants. Et voilà, c'est ce qu'on peut reprocher depuis des années à cette équipe. Et les générations passent, les joueurs emblématiques partent et il y a toujours ça. J'aimerais qu'un jour comprendre pourquoi c'est comme ça. Ouais. Les Suisses allemands vous diront parce que ce sont des romans. C'est un petit peu ça là, ce que pense d'ailleurs, ce qu'on pense de l'autre côté de la Sarine. Hein. Voilà, les romans ne savent pas se faire mal constamment. Voilà. Pour demander ce qu'ils ont pensé à Berne en ce moment, ils sont pas tellement d'accord, hein, parce que Fribourg, c'est devenu la bête d'or de Berne. Non, mais moi, ça m'a fait marrer. Ce que ça m'a inspiré. Bon, déjà, si on prend l'équipe en face, on pourrait se dire que l'entraîneur va mettre Berra et je sais pas pourquoi, tu peux être sûr qu'il va pas le mettre parce qu'il fait toujours l'inverse de ce qu'on pense. Puis en plus, il veut lui donner de la confiance puis des gros matchs. Peut-être c'est le moment en playoff, on verra. Bref. Moi, après, j'ai envie de dire un truc et ça m'a inspiré cette. Voilà, on vous a perdu. On vous a perdu. Voilà. Il est là. Un seul être vous manque. Et je disais, Sorensen va voir son psy, le docteur Walmark, et le gars, il a souri. Il a souri. Non, en fait, c'est à travers la bulle. Voilà. Après, maintenant, ce que je veux simplement dire, c'est attention,
on parle souvent de binôme et de duo, et c'est vrai que comme on peut des fois en parler avec les étrangers Turkulainen du côté d'Ajoie, franchement, quand Wallmark et Sorensen tournent, c'est pas le même Fribourg, faut dire les choses, parce que déjà leur power play devient très dangereux, et comme par hasard, tout d'un coup, il y a plein de joueurs suisses qui eux aussi se mettent à marquer. Euh, voilà, je pense que Wallmark, c'est clairement la bougie d'allumage de cette équipe. Je parle sur la durée. Évidemment, il part des matchs, il y a des gars qui jouent bien, mais je pense que Sorensen, c'est pas le même Sorensen sans Wallmark. On l'a vu, et en fait, il a retrouvé cette espèce de joie de vivre. Et quelque part, on a vu aussi que Wallmark était très content, et d'autant plus que vous avez avec qui il était aligné. Donc c'est une ligne de Scandinave, et ça tournait bien, franchement. Ouais. Donc on va voir, mais attention, ils vont se faire Zurich, qui est en plein doute et qui doit réagir. Ça va être un gros match. Ouais. Moi, je voudrais juste revenir sur le line-up. Ça commence à, par contre, c'est impressionnant parce que Schmidt, Biasca, Berchi, c'est une des meilleures lignes suisses sur ce début de championnat. Après, tu as Sorensen qui est associé avec Wallmark, on connaît, mais Borgström qui a été associé avec eux. Et là, je pense que ça peut faire du dégât. Et moi, je serais pas. Borgström, c'est bien, j'avoue. Hein. Je serais vraiment étonné que ça change et ça c'est très bien. Et après la troisième ligne c'est de la Rose, Marchand et Sprunger qui revit. Voilà. Et derrière il y a Yeker qui est là, mais on sait qu'il y a Gloser qui est absent. Mais ça pourrait faire Gloser, Strolle, Johnson, Nemec, Kapla, Radgeb, Berra dans les buts. Une grosse équipe quand même. C'est une très très grosse équipe. Hein. Donc c'est pour ça que il faut laisser du temps que ça se mette en place. Mais là avec cette équipe là tu dois top 4. Je suis désolé. Mais tu regardes les autres. Comme Genève ne tourne pas pour l'instant. Ouais. Mais eux, ils n'ont pas les rythmes. Ils alternent le chaud et le froid. C'est-à-dire que quand ils tournent très bien et quand ils tournent pas du tout. Ils n'arrivent pas à gagner des matchs chichement à la raclette en jouant moyennement. C'est peut-être la créativité, peut-être que l'absence de certains, peut-être ça va rééquilibrer avec le retour de Wallmark dans la ligne de centre, quand Gloser va revenir dans l'aspect des duos défensifs pour trouver les bons duos. Mais voilà, si tu regardes le contingent complet. Mais l'équipe elle est incroyable sur le papier. Top 4. Et plus elle est équilibrée. Non, mais en fait, moi, des fois, ce que j'ai l'impression qu'il manque à Fribourg, c'est un gars avec un gros caractère, comme dans le temps avec des Gates Orlando ou bien des Noah Rudd. Parce qu'en fait, ce talent, ils ont un talent brut exceptionnel. Comment le fructifier moi, je pense que Glauser sera important, que Nemec doit être important, je suis d'accord. Que Delarose doit être beaucoup plus important que ça. Même Kapla. Mais Kapla, c'est un introverti. Il est leader par l'exemple. Il est leader, mais c'est surtout il est sobre dans la vie. Tu vois dans son langage du corps, il est très calme, comme sur la glace. Mais moi, c'est surtout des gars avec du caractère capable d'aller se battre, capable d'aller mettre un gros check. Mais ça c'est Gloser que tu dis. C'est la description de Gloser. Et puis Delarose, il doit retrouver les standards que quand il est arrivé. Quand il est arrivé en Suisse, il y a 2 ans, on l'a vu à la Vallée de Joux. Il y avait Chavaya qui jouait encore, c'est il y a 3 ans. Et Chavaya, la première chose qu'il m'a dit, quand il m'a croisé, il m'a dit, ouais, je sais ce que tu vas me dire, t'adores Delarose. Parce que il sait que pour moi, des joueurs comme ça, c'est avec ça que tu gagnes. Mais là, il me déçoit. Mais je vous rappelle que Delarose est un type qui, durant toute sa carrière, s'est surtout illustré pendant les playoffs. C'est un joueur de playoffs. Donc, être patient. En plus, c'est un gars que les autres joueurs adorent, ils veulent tous jouer avec lui. Ouais. C'est jamais le hasard, je me permets rapidement de faire une petite projection sur le match de demain entre Fribourg et Berne, où peut-être que le moment le plus intéressant de la soirée, ça sera l'avant-match. Si vous voyez ce que je veux dire, puisque on en parlait en début de semaine, Laurent Perroton, avec la possible annonce de la reconduction du contrat de Sandro Schmidt. Aujourd'hui, le Blick revient aussi là-dessus, visiblement avec des informations qui confirment nos dires de début de semaine. C'est vrai que ça pourrait, comme on a maintenant pris souvent l'habitude de communiquer ce genre d'événement par le truchement du grand tableau ou de vidéos diffusées sur le tableau d'affichage, sur le Vidéotron, ça pourrait être demain. Ouais, c'est Hollywood, c'est le spectacle. Donc peut-être que demain, avant match, peut-être que l'on annoncera que Sandro Schmidt a signé pour 3-5 ans. C'est ça qui va être intéressant, c'est le nombre d'années. C'est le nombre d'années. On n'aura pas les chiffres par contre, apparemment.
Non, apparemment pas. Bon, messieurs, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir participé à ce premier bloc numéro 163. Le 164e, c'est silence. Mais surtout, on en a parlé hier. Non, mais surtout, monsieur Ducaro, je pense qu'on a quand même une ligue qu'on doit traiter qui s'appelle la NHL. Et il y a monsieur Ponty qui a fait une grosse. Voilà, mais j'oubliais les rondelles. Mais on peut pas oublier les rondelles. C'est Alzheimer. C'est Alzheimer, je vous le disais tout à l'heure. C'est vous Philippe, c'est toi qui as inventé les rondelles sur la RTS. Oui, c'est juste. Ah bon? Vous voyez, je m'en souvenais même plus. Non, quand même. Bon, alors allons-y. Oui, allons-y avec les rondelles, bien sûr. Excusez-moi la question. Je vais annoncer un truc. Même Ducas, il le sait pas. La semaine prochaine, on va recommencer avec l'émission sur la NHL parce qu'il y aura bientôt 10 matchs de passé. Donc voilà. Maintenant, je vais pas non plus trop m'étendre pour l'instant sur les Suisses parce qu'il y a que 10 matchs. Je vais quand même juste dire que la bonne nouvelle pour nous, c'est que les Devils sont premiers de la division métropolitaine avec 12 points. Et c'est drôle parce que de la division Atlantique, les Canadiens sont aussi premiers, aussi avec 12 points. Et il y a pas mal de similitudes entre ces deux équipes, notamment avec le fait qu'il y a énormément de premiers choix de draft avec beaucoup de talents jeunes. Et avec la construction. Voilà, exactement. Et en fait, c'est des équipes qui sont en construction. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je sais pas si vous avez pu voir. Donc d'ailleurs, il y a une défaite mortifiante des Canadiens de Montréal hier soir à Edmonton, alors qu'ils gagnaient 5-3. Mais ça, c'est aussi leur jeunesse. Par contre, faut quand même dire un truc. La NHL a, entre guillemets, élu depuis le début de la saison le Canadien de Montréal comme étant l'équipe la plus spectaculaire. C'est les Harlem Globetrotters et notamment grâce à Ivan Demidov et Lane Hudson. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a une scène. Mais Demidov, il est incroyable. Non, mais Hudson aussi. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, les gars, ils ont joué une scène à 4 contre 4. Les gars, en fait, ces vidéos, c'était à Buffalo. Les 4 joueurs de Buffalo, ils sont au dernier moment. Ils sont à l'hôpital. Ils ont une pneumonie. Ils ont amusé. Double pneumonie aiguë. Non, mais c'est incroyable parce qu'en fait, ils tournent sur eux-mêmes. C'est même pas du cycling. C'est totalement imprévisible. Non, faut savoir. C'est quand tu joues sur un lac avec tes potes. Ouais, c'est exact. Et en fait, alors, ce qui est exceptionnel, c'est que il faut savoir que Demidov et Lane Hudson, leur point commun, c'est évidemment leur passion qu'on connaît pour le hockey qui est cinglé, mais les jours off, il y a 2 gars à la patinoire, c'est eux. Donc, ils m'ont dit des gardiens amateurs pour qu'ils viennent jouer avec eux parce qu'ils aiment tellement ça. Ils sont tout le temps ensemble, les gars. Ça me fait tellement penser à Gretzky, Curry, tous ces gars. Enfin, je dis toujours qu'il y a pas mal de similitudes avec les grandes équipes de NHL. Et j'ai tiré des stats, c'était quand même assez incroyable. À l'époque, il y avait un trio d'or, Crosby, Malkin, Letang. Entre nous, seuls joueurs de l'histoire du sport américain qui ont disputé 20 saisons ensemble. 20 saisons, c'est énorme. Eh ben, à l'époque, il y avait Gretzky, Messier, Paul Coffey, nous en trio, même chose. Eh ben, là, on a gentiment Lane Hudson, Demidov, Slavkovski, même principe, entouré de pétés de gars, tous talentueux. Donc, franchement, c'est pour ça aussi que il y a un truc qui est exceptionnel, c'est que d'abord, il y a une pression monstrueuse du côté de Montréal parce que, comme ils disent, dès qu'ils gagnent 2 matchs, ça sent la coupe. Imaginez quand ils sont premiers, les gars. Enfin, et la pression. Et d'ailleurs, j'avais vu et j'ai retrouvé une interview après la première semaine de camp de développement il y a 2 ans. Et ils ont posé la question à David Reinbacher ce qu'il pensait de Lane Hudson. Et le journaliste il a dit, ouais, Lane Hudson, vous pensez que c'est le nouveau Makar? Et il a répondu, non, Lane Hudson, c'est le nouveau Hudson. Il avait tout compris. Ouais. Il est incroyable. Et franchement, si vous pouvez aller voir juste déjà les highlights, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Ouais, donc, c'est vrai. Ils ont une capacité à jouer dans un mouchoir de poche, notamment Demidov, à aller en direction de la cage et de jouer dans le slot. C'est hallucinant. Et puis, mais c'est hallucinant. Ce qui est très rare qui est arrivé, il disait qu'il y a des séquences de jeu à Buffalo. Les gens de Buffalo se sont levés. Ils sont levés parce que ces gars, ils sont hallucinants. Alors, évidemment, faut pas qu'ils se blessent parce qu'ils ont un point commun. Ils ont spécialement Hudson, c'est un peu une crevette. Mais voilà, évidemment, quand tu joues 80 matchs, tu prends le risque de... Je voulais quand même parler d'autre chose qui est quand même très important. Je sais pas si vous avez vu qu'il va y avoir un match entre les Canadiens et les Nordiques de Québec parce que ils ont fait une série héritage et pendant 7 matchs, le Colorado Avalanche vont jouer avec le maillot des Nordiques de Québec. Et hier soir, il y a eu le premier de ces matchs. Donc,
Carolina a joué le même rôle, donc c'était en fait Carolina contre les Avalanches, mais c'était un match en réalité entre les Hartford Whalers et le Nordique de Québec. Moi, perso, j'adore le maillot des Nordiques de Québec, c'est magnifique, mais ce qu'il y a de drôle, et c'est très fort, donc ça sera le 29 novembre à Colorado, il y aura un Canadien nordique. Donc, les gens au Canada, ils sont francs fous, et il va y avoir un audimat exceptionnel. Évidemment que tu peux avoir une équipe, mais au moins tu vis dans le souvenir, et puis faut pas oublier une chose, hein, l'année où les Nordiques sont partis à Avalanche, l'année d'après, ils gagnaient la coupe. Donc, ils l'ont un petit peu en travers, et ça, je peux le comprendre. Mais je trouve ça sympa, en tout cas, ce qu'ils font. Puis, j'en ai une dernière que je trouve absolument incroyable. Je sais pas si vous avez vu. Les habitudes de Ovechkin. Alors, ça, c'est quand même phénoménal. Il a un peu dans bon point. Donc, il s'expliquait, il y a un joueur de l'équipe qui a dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ovechkin, il a le numéro de téléphone de l'employé du Subway. Et à la fin du match, il reçoit ses sandwichs dans le vestiaire. Et quand il prend l'avion, à sa place, il y a un 6-pack de bière, Budweiser de Budvar, la tchèque, spéciale, et il boit ses 6 bières. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que le gars, il est gros, et c'est le meilleur buteur d'histoire. Alors, c'est toujours un truc incroyable. Je dis pas que c'est un exemple, mais en fait, il est comme ça, tu le changeras pas. Puis, ben, ma foi, tant que l'entraîneur accepte ça, mais c'est juste pour dire que le gars, il est vraiment gras, quoi. Il est bien là, quoi. Il a le numéro de téléphone de Dominique Forget aussi. C'est sûrement pourquoi il. Ah oui, parce qu'il il fait des burgers, ouais, c'est juste. Là, il a des franchises Subway. Ouais. Moi, je savais pas que c'est super. Mais pour dire, hein, parce que ça aussi, on en parlait. Moi, j'avais lu un truc sur Gretzky. Il disait au niveau de la nutrition, alors c'était une autre époque. Il disait, vous mangez quoi avant les matchs? Il disait, bah, je mange un hot dog. Ah ouais, super. Puis il disait, mais il disait, mais attention, les matchs importants, j'en mange 2. Bah, moi, je connaissais un joueur qui au tiers mangeait des danettes, hein. Enfin bref, ouais, bien sûr, ouais. Non, mais regardez, Dustin Byfuglien, c'était un gars qui était gros, mais il a gagné avec Chicago. Il y a toujours des exceptions, mais j'avoue que c'est quand même exceptionnel, quoi. Je veux dire, le gars, non, c'est pas des conneries. Pas le chef Pat, le responsable d'équipe, il pose à la place d'Ovechkin, il boit 6 bières en avion. C'est le meilleur buteur de l'histoire du hockey. Qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, messieurs, le hockey sur glace, c'est bien, le hockey sur place, surtout quand il y a des cantines, des hot dogs et compagnie, c'est encore mieux. Donc, on vous encourage évidemment à aller du côté dans les patinoires, notamment celle des MLS ce soir où il y a le match au sommet entre La Chaux-de-Fonds et Turgovie. Ça sera un bon match. Et en plus, il y a vraiment un engouement actuellement du côté de La Chaux-de-Fonds. Bah, ils ont fait une opération patinoire pleine la semaine passée et il y avait quand même plus de 5000 personnes pour voir les Bellinzona Snakes. Donc, il y a toutes les raisons que la patinoire soit également pleine ce soir. Donc, filez vite du côté des Mélèzes. Le match sera sans aucun doute également de qualité. C'est un des matchs très attendus de la saison en Swiss League. Voilà, merci messieurs. On se retrouve, Laurent, lundi pour un journal du hockey qui sera très intéressant à analyser. Merci Christian Ponty. On vous retrouve aussi la semaine prochaine pour une émission spéciale consacrée à la National Hockey League. Excellent week-end à toutes et à tous. Merci Laurent, merci Christian. Et à bientôt. Bye bye.